Merci bien, monsieur le maître de cérémonie. Avant tout propos, j'aimerais saluer les responsables de ce centre, saluer le président du CAMIS et ses collaborateurs qui ont eu la gentillesse de m'inviter à venir donner ce que je sais, vous aider à comprendre un certain nombre de choses. En tout cas, je le remercie pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne. Ce matin, nous allons échanger sur un thème très important qui est un questionnement. Comment réussir en physique-chimie? Mais déjà, j'aimerais dire que je suis content de savoir que pour tel échange, vous êtes venus si nombreux. Donc je l'ai dit, je suis content de vous voir. Ça fait un moment que nous avons fait TD. Pour certains, je ne les prends plus. Parce que quand je prends les premières années, je ne prends pas les deuxièmes années. On se retrouve en licence 3. Et puis après, on se retrouve en master 2. Et quand on a fini le master 2, pour ceux qui font le doctorat avec moi, on se retrouve pour la suite. Donc vous voyez que je saute les années. Donc c'est quand, si je vous vois, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Vous voyez, de première année, c'est licence 3. Donc celui que je vois en licence 3, c'est qu'il est en train de faire du progrès. Et quand je l'ai vu là, après je le revois même en master 2. Vous voyez qu'il a fait du progrès encore. Et puis après on se retrouve au doctorat pour faire avancer les choses, pour devenir une autre personne. Et donc le sujet que nous réunit ce matin, c'est ce que j'ai marqué là, comment réussir ses études en physique-chimie. Il y a un petit plan qu'on va suivre pour présenter ce que nous avons à dire. Nous allons donner une petite introduction, ensuite donner des conseils pour réussir en physique-chimie, et puis nous allons terminer par une conclusion. Vous voyez que vous avez posé une question, comment réussir en physique-chimie? Lorsqu'un étudiant se pose déjà cette question, c'est qu'il est déjà conscient qu'il faut faire quelque chose, il faut avancer. Un étudiant qui se pose une telle question, il est déjà sur la bonne voie. Il est déjà à presque 90% de réussite. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui se posent ces questions. Ils ne sont pas du tout nombreux. Il est préoccupé. Comment faire pour réussir? Quelle stratégie je dois adopter pour réussir? Déjà, quand on se pose ces questions, on a déjà réussi. Je pense que vous qui êtes ici, vous posez aussi cette même question. Et il faut se poser constamment cette question. Chaque fois, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille de l'avant? Qu'est-ce qu'il me faut pour que j'aille de l'avant? Comment réussir mes études? Chaque fois, il faut se poser cette question. Donc déjà, si vous arrivez à l'université, si vous avez fini le bac et que vous entrez pour la première fois à l'université, si vous posez cette question, la recherche de solutions à cette question-là va vous amener à mener un certain nombre d'actions. Donc c'est très important. Et chaque fois que vous évoluez aussi, il faut se poser constamment des questions. Ma contribution à la réponse à cette question se fera sous forme de conseils. Donc ce sont des conseils que je vais donner pour répondre à cette question. Des conseils sur les attitudes à adopter pour réussir vos études à l'université, notamment en physique-chimie. La première réponse, il faut être étudiant avant de prétendre avancer. J'arrive à l'université, si je ne suis pas étudiant, alors cette question n'a pas de sens. Parce que le fait qu'on vous oriente à l'université ne veut pas dire que vous êtes étudiant. Ce n'est pas automatique. Il faut que l'université vous reconnaisse comme étudiant de l'université. Et pour vous reconnaître comme étudiant, il faut vous inscrire.
C'est-à-dire qu'il faut être en règle vis-à-vis de l'administration. Quand on parle d'inscription, il y a ce qu'on appelle l'inscription pédagogique. Ça se déroule généralement dans les unités de formation et de recherche, ce qu'on appelle les UFR. Donc l'étudiant doit s'inscrire, doit faire son inscription pédagogique. Parce que l'inscription même à l'université, ça prend du temps. Mais comme l'UFR doit démarrer, l'UFR commence déjà à connaître les étudiants qui sont dans la structure. Donc procède déjà à une inscription, qu'on appelle inscription pédagogique. Avec ces inscriptions, l'UFR commence déjà à faire les groupes pour commencer déjà le travail. Mais ce n'est pas suffisant de faire seulement une inscription pédagogique et puis dire que je suis étudiant de l'université. Non. C'est l'institution même, c'est-à-dire l'université, qui doit attester que vous êtes vraiment étudiant de l'université. Et donc, il faut faire l'inscription à la scolarité de l'université. Et donc, quand on vient pour la première fois à l'université, il faut aller au renseignement. Et il y a un service scolarité accueil où on met information. On peut se diriger là-bas et on prend toutes les informations nécessaires pour l'inscription. Et toutes les informations que vous aurez, il faut les suivre scrupuleusement. Parce qu'il ne faut pas passer par des intermédiaires pour faire des inscriptions. On sait ce qui s'est passé à ce niveau. Donc il faut aller là où il y a l'information. On vous donne l'information et puis vous faites ce qu'il faut. Il faut respecter la période d'inscription définie par l'université. Ça, c'est très important. Quand on donne une période d'inscription, il faut s'arranger pour que vous puissiez faire l'inscription dans ce délai. Le respect du délai ici, si on était dans une autre thématique, j'allais dire que c'est très important. Très important. Donc, quand on donne un délai, il faut le respecter. Lorsque vous avez fait l'inscription, on vous donne des documents. Une attestation de scolarité. Si vous n'êtes pas encore à la phase de l'attestation de scolarité, vous avez des reçus qui attestent que vous êtes dans le processus d'inscription, mais vous n'avez pas encore fini. Donc déjà, avec les papiers qui attestent que vous êtes dans le processus d'inscription, il y a des tolérances que les structures font pour vous permettre de bénéficier d'un certain nombre de choses. Mais en réalité, il faut achever l'inscription pour être étudiant, pour bénéficier de tout ce qui est œuvre universitaire. Généralement, je ne sais pas si ça continue, quand on a fini l'inscription, on a une carte d'étudiant. Une carte qui atteste que nous avons fini l'inscription, qu'on a une identité, on a une carte d'identité d'étudiant. Bon, avec les changements depuis la réouverture, les choses sont lentes. Si ce n'est pas encore rétabli, mais je pense que dans un certain avenir, ça va se faire. Et donc, il faut s'inscrire. Donc, tous les étudiants doivent s'inscrire. Quelquefois, on a remarqué que même on finit l'année, des étudiants ne sont pas inscrits et ils ont tout validé et ils ont des difficultés parce que leurs noms ne sont pas sur les PV. Donc, il faut éviter que ces situations vous arrivent. Donc, il faut s'inscrire. Ceux qui ont eu le bac aussi, qui viennent d'arriver, c'est la première chose qu'il faut faire, il faut s'inscrire. Pour réussir aussi en physique-chimie, donc à l'université de façon générale et en particulier en physique-chimie, il faut se renseigner, il faut aller rechercher le guide des études de l'UFR. Généralement, les UFR font des brochures où ils mettent des informations. Dans ces brochures-là, on peut retrouver le système d'enseignement qui est appliqué. Vous verrez que c'est le système LMD. Dans le temps, c'était les UV. Maintenant, vous allez voir que c'est le système LMD. À l'intérieur, vous allez découvrir les matières qui sont enseignées. Donc, il faut s'informer. Ces matières-là, on les appelle des unités d'enseignement. Et ces unités d'enseignement sont subdivisées en éléments constitutifs des UE, qu'on appelle les EQE. Donc, il faut avoir des informations sur tout ça. Parce que je ne peux pas être dans une UFR, vouloir avancer, vouloir réussir, si je ne sais pas ce que je fais dans l'UFR, ce qu'on va m'enseigner, ce qu'on va me donner. Donc, je m'informe.
C'est comme au lycée, quand les professeurs viennent, ils vous disent je fais telle matière, donc vous recensez tout et puis vous savez toutes les matières que vous faites. Donc il ne faut pas être dans l'UFR et puis vous ne savez pas ce que vous allez apprendre. Donc il faut aller à l'information. Et les UFR sont là pour vous donner ces informations. Il faut avoir des informations sur les examens. Donc dans ces documents aussi, on vous donne des informations. La date précise des examens ne sera pas précisée parce que ça fait l'objet de discussions au niveau des conseils pour définir un calendrier où on précise les dates et ça rime sur les décisions du conseil d'université. Mais il faut déjà regarder ces documents où on donne des informations concernant les examens. S'il y a des partiels, s'il y a des devoirs, s'il y a des contrôles continus, vous aurez ces informations dans ces guides. Dans ces documents aussi, on vous explique les différents modes de passage. Parce que je suis à l'UFR, je suis en physique-chimie, il faut que je sache comment je vais faire pour aller en classe supérieure. Donc ce sont des choses qui vous préparent. Ça vous prépare déjà. Et donc il faut savoir les différents modes de passage d'un niveau à un autre. Maintenant, si l'UFR ne dispose pas de ce guide, ce n'est pas évident que toutes les UFR fassent un guide qu'elle met à la portée des étudiants. Voilà, dans ces conditions, il faut toujours s'adresser à l'UFR. Il y a des personnes ressources là-bas, le secrétaire principal, le doyen même, les vice-doyens. Il faut les contacter. C'est vrai, quand on est nouveau, quand on arrive, on a peur de s'approcher de ces personnes. C'est légitime parce que ce sont des professeurs, ce sont des personnes qu'on n'a jamais vues. Voilà, mais il faut oser, mettre pas dans avec les formules de politesse, on vous recevra. Donc il faut aller vers ces personnes pour avoir ces informations. Donc pour ce qui concerne le LMD, puisqu'il y a des personnes, même ceux qui sont anciens, même beaucoup ne savent pas ce que c'est, et même ceux qui viennent d'arriver aussi, je vais rapidement, pas rentrer dans les détails, peut-être que des questions viendront après, voilà, mais donner quelques informations. Donc le LMD, c'est tout simplement licence, master, doctorat. C'est le système d'enseignement qui est appliqué à l'université depuis, on peut dire, la réouverture après la crise. Avant la crise, nous étions dans le système des unités de valeur, mais après la crise, le système qui est en application à l'université, c'est le LMD, qui est toujours, je dirais, encore dans une forme de phase de transition, puisque voilà, ce que nous appliquons comme LMD ici n'est pas encore totalement le LMD, mais on l'appelle LMD. Donc licence, master, doctorat. Donc pour ceux qui sont en première année, avant, quand on rentrait à l'université, on faisait les deux, on faisait la licence, la maîtrise, ensuite on faisait le 2EA et puis le doctorat. Ben maintenant, tout ça, ça a été regroupé et puis maintenant nous avons 3 diplômes. Avant nous avions plusieurs diplômes. Là on a 3 diplômes. On a la licence, on a le master, on a le doctorat, d'où LMD. La licence, pour l'obtenir, il faut faire 3 années. Donc le premier diplôme qu'on obtient, le diplôme du premier cycle, le premier diplôme qu'on obtient, il faut faire 3 années. Licence 1. Licence 1, ce n'est pas un diplôme, mais ce niveau-là, pour pouvoir passer en classe supérieure, il faut avoir 60 crédits. C'est-à-dire, chaque matière a été pesée et on a affecté des crédits à ces matières, c'est-à-dire ces unités d'enseignement. Donc si on prend thermodynamique a été pesé, on a vu son poids, on dit ça pèse tel nombre de crédits. C'est 5 crédits. Voilà. Donc les différentes unités d'enseignement ont été pesées et puis on a affecté des crédits. Mais les crédits n'ont pas été affectés au hasard. Chaque crédit correspond à un volume horaire donné. Et c'est une décision qui a été prise dans l'UOMOA. Et donc nous essayons ensemble dans cette organisation de faire en sorte que nous puissions parler, faire la même chose. Et donc 60 crédits, dont 30 par semestre. C'est-à-dire que la licence 1 va se faire en 2 semestres. Semestre 1
semestre 2. Semestre 1, il faut valider le semestre 1 avec 30 crédits et le semestre 2, 30 crédits. Et quand j'ai eu mes 60 crédits, alors j'ai validé la licence 1 et je peux aller en licence 2. Quand je suis en licence 2, c'est aussi pareil, j'ai 60 crédits à valider pour aller en licence 3. En licence 3 aussi, j'ai 60 crédits à valider. Et donc, quand je valide ces 180 crédits, ça me permet d'obtenir mon premier diplôme, qui est la licence. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont des nouveaux bacheliers, voici comment les choses se présentent. Maintenant, pour les anciens, il y a des anciens qui sont là, mais des fois, ils ne savent pas comment les choses sont. Donc, il faut 180 crédits. Le passage de L1 à L2, quand on a les 60 crédits, il n'y a pas de débat. Je passe automatiquement à L2. Je suis un étudiant admis. Là, on appelle l'étudiant. On dit que l'étudiant est admis. Mais quand je suis en L1 et que je n'ai pas tout validé, je n'ai pas validé toutes les unités d'enseignement, on peut me permettre d'aller commencer. Vous voyez, je ne dis pas qu'il est admis. On peut permettre à l'étudiant d'aller commencer les unités d'enseignement de l'année supérieure, sachant qu'il est doublant. Il est doublant, mais on lui donne une dérogation. Il demande en principe, l'étudiant doit demander au doyen une dérogation pour aller commencer l'année suivante. Parce qu'il ne lui reste pas assez d'unités d'enseignement à reprendre. Mais de façon tacite, c'est-à-dire puisque vous êtes nombreux, voilà, de façon tacite, c'est devenu comme quelque chose d'automatique. Quand l'étudiant fait son calcul, il voit que c'est bon, automatiquement, lui-même, il se dit, je suis, voilà, il dit même que je suis en année supérieure, mais en réalité, voilà, il est doublant, mais on lui permet d'aller dans l'année supérieure pour pouvoir commencer ce qui est là-bas. Parce que pour 2 unités d'enseignement, faire une inscription pour une année, c'est une perte de temps, alors que la personne a des potentialités, la personne a la possibilité de pouvoir commencer à valider quelque chose. Donc ceci dit, l'étudiant qui est en dérogation n'a pas le droit de faire toutes les unités d'enseignement de l'année suivante. Il n'a même pas le droit. Si les gens ne font pas attention, mais il doit savoir qu'il n'a même pas le droit, on ne doit même pas lui permettre, il est doublant. Donc comme il est doublant, il ne peut pas être dans la même situation que celui qui est totalement admis. Voilà, donc lui, il y a des unités d'enseignement de l'année suivante qu'il ne fait pas parce qu'il doit reprendre des unités d'enseignement de l'année précédente. Ok? Et ici, pour pouvoir avoir cette dérogation, pour faire l'année suivante, l'étudiant doit avoir 48 crédits sur 60. Quand on totalise ces crédits, ça doit faire 48 sur 60, soit 80% des crédits. Donc quand on a des crédits inférieurs à 48, il n'y a même pas le débat. L'étudiant sait que lui, il reste là. Mais quand j'ai 48 et plus, alors on m'autorise. On m'autorise, ce n'est pas un droit. Le doyen peut dire, lui, comme il est, je le connais, il est indiscipliné, lui, je ne lui donne pas la dérogation, il a le droit. Les tests le disent. Mais c'est de façon tacite, on permet aux étudiants d'aller en classe. C'est pareil quand on passe de L2 à L3. Maintenant, quand on est en licence 3, il faut valider la totalité parce que quand on est en licence, tant qu'on n'a pas fini la licence, on ne peut pas prétendre être en master. Donc là, il y a un fleuve qui sépare la licence et le master. Entre la licence 1 et la licence 3, il n'y a pas de fleuve, c'est des pistes. Donc je peux passer d'un niveau à l'autre. Mais de la licence, donc c'est-à-dire quand je suis arrivé en licence 3, pour aller en master, il y a un fossé, il faut sauter ce fossé. Et pour sauter, il faut valider la totalité de la licence. Le master aussi, ça se prépare en 2 années. Chaque année, c'est 60 crédits. Et pour valider, si vous avez les 60 crédits en Master 1, automatiquement, vous allez en Master 2. Je dis automatiquement parce que les tests le disent. C'est ce que les tests disent. Selon le LMD, puisque nous sommes dans les phases de transition, donc il y a des dispositions internes qui se prennent souvent. Mais sinon, les tests réglementaires, les arrêtés que nous avons eus, s'il n'y a pas de changement demain, ce qui est dit,
c'est que quand nous sommes en Master 1 et que nous remplissons ces conditions-là, automatiquement nous recevons un Master 2 parce que le Master 1 n'est pas un diplôme. C'est le Master qui est le diplôme. Donc pour avoir le diplôme Master, il faut avoir fait le Master 1, il faut avoir fait le Master 1 et puis le Master 2 et avoir eu 120 crédits. Maintenant, si on n'a pas la totalité des crédits en Master 1, comme tout à l'heure, si nous avons 48 crédits, soit 81% des crédits au moins, on peut passer en dérogation en Master 2. Donc ça, c'est important, parce que ceux qui viennent d'arriver, il faut qu'ils sachent tout ça. Très important. Maintenant, après, quand on a validé tout ça, on peut avancer. Si on a les 120 crédits, on peut prétendre faire un doctorat qui se fait en 3 années. Mais avoir eu le master ne veut pas dire qu'automatiquement je fais un doctorat. Mais il faut mener les actions pour pouvoir passer les années. C'est-à-dire, je suis en licence 1, je fais tout, je passe en licence 2, je fais tout, je passe en licence 3, je valide tout et je passe en master. Quand je finis, de master à doctorat, généralement, en principe, dans les textes, on doit créer ce qu'on appelle les écoles doctorales. On n'a pas encore créé les écoles doctorales ici, mais il faut une école doctorale. Et dans cette école doctorale, il y a une commission d'analyse, une commission scientifique. C'est là-bas qu'on dépose les dossiers et les dossiers sont analysés. Et c'est après analyse qu'on retient, selon les disponibilités des différents laboratoires, qu'on retient les candidats au doctorat. En principe, c'est comme ça. Mais comme on n'a pas encore toutes ces dispositions bien claires, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'école doctorale, il y a un mélange de ce que des anciennes façons de fonctionner et puis des nouvelles façons de fonctionner. Donc finalement, deux fois, ça crée des tensions. Voilà, parce qu'il y a ce mélange-là. Il y a aussi, pour passer, il y a des possibilités de compensation. Je ne sais pas si ça s'applique partout, mais sinon, dans les tests réglementaires, c'est précisé. Parce qu'il faut travailler généralement avec les textes. C'est ça qui est bon. Et donc, il y a des possibilités de compensation. Lorsque une matière est décomposée en EQE, si nous prenons la thermodynamique qui est décomposée en EQE1, EQE2, premier principe et application, et puis le second principe, si vous avez une note de 8 dans une des matières et que vous avez une note de 12 dans l'autre matière et qu'on suppose que les crédits affectés aux différents EQE, c'est 1, on fait la moyenne. Vous voyez, si ça donne 10, alors vous voyez, les deux EQE se sont compensés. C'est ce que ça veut dire. Si les crédits affectés aux EQE, ce n'est pas 1, qu'il y a 2 et puis il y a 3, on va multiplier la note à crédit 2 par 2, la note à crédit 3 par 3, et on divise le tout par 5. Si ça fait 10, alors les deux EQE se sont compensés. Et les deux EQE, quand on les met ensemble, ça donne, si ça se compense, c'est qu'on aura au moins 10 à l'UE. Donc, si on a 10 à l'UE, alors nous avons validé l'unité d'enseignement et donc on peut affecter à l'UE le crédit associé. OK? Ensuite, on peut aussi faire des compensations au niveau des UE. Mais au niveau des UE, les compensations se font par catégorie. C'est-à-dire que les UE que vous avez, il y a ce qu'on appelle les UE majeurs et les UE mineurs. On a aussi des UE libres. Mais les UE majeurs, la compensation va se faire entre UE majeurs, la compensation va se faire entre UE libres. C'est-à-dire que si dans ma maquette, il y a 5 unités d'enseignement qui sont majeures, à des coefficients ou bien à des crédits différents, c'est entre ces unités d'enseignement majeurs qu'on va faire la pondération. C'est-à-dire que chaque note multipliée par son crédit et puis la somme divisée par le total des crédits. Lorsqu'on a fait ça et que nous obtenons 10 à la fin, alors tous les crédits, toutes les UE majeures se sont compensés. Là où je n'ai pas eu la moyenne, on affecte le crédit à cette note-là.
même si vous n'avez pas eu la moyenne, puisqu'il y a eu compensation. Donc déjà, il faut le savoir. Maintenant, tout ça, comme je dis, nous sommes dans des phases de transition et donc les commissions pédagogiques des UFR prennent des fois certaines dispositions. Mais sinon, ce qui est écrit, c'est ça. Mais la note que vous avez obtenue, qui a été compensée, ne change pas. Si vous avez eu 8, ça reste 8. Si vous avez eu 9, ça reste 9. Mais seulement les autres ont permis à ce que le total donne 10. Et ces 10 là ont fait que là vous avez 8 là. Normalement, il n'y a pas de crédit. Mais parce que ça s'est compensé, alors on a fait un crédit à la note 8. Maintenant, au niveau des UE, les UE sont capitalisables et transférables. C'est-à-dire, si j'ai eu une UE ici, quel que soit le temps, quelles que soient les années, j'ai validé l'UE. Mais en ce qui concerne les EQE, c'est-à-dire que j'ai l'UE qui est décomposé en 2 sous-matières, en 2 sous-unités. Mais ces EQE ne sont pas capitalisables. C'est-à-dire que j'ai eu mes notes maintenant. Si j'ai eu un 18 et un 0 qui ne m'ont pas permis de valider l'UE, mais cette note-là est perdue. Donc, puisque les EQE ne sont pas capitalisables. Mais le professeur peut être gentil pour dire, comme on est dans la même année et que vous allez en 2e session, je vous permets de conserver ça pour là où il y a la bonne note pour la 2e session, là où il y a la mauvaise note, reprenez. Si à la fin, ça vous donne la moyenne, vous avez validé. Donc lui, il vous a autorisé à ne pas recomposer là où vous avez une bonne note. Sinon, selon les règles, ce n'est pas une obligation. Il peut vous demander de reprendre l'UE. Parce que ce n'est pas capitalisable. Mais quand on a validé l'UE, quelles que soient les années, l'UE est validée, c'est fini, on ne reprend plus ça. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une compensation au niveau des UE. Mais la compensation au niveau des UE ne se fait pas de façon automatique. Les EQE, oui. Mais au niveau des UE, pas de façon automatique. Il y a une note éliminatoire. Ça, il faut bien noter ça. Il y a une note éliminatoire. Et c'est une note qui est décidée au niveau des commissions pédagogiques et ça doit être une note qui est inférieure à 5, inférieure ou égale à 5. Voilà, c'est-à-dire que si la commission pédagogique dit que la note éliminatoire c'est 3, c'est-à-dire que si vous avez eu, même si on fait la compensation, on mélange tout, ça fait 10, mais du moment où vous avez eu 2 dans la matière, c'est que vous n'avez pas, on ne peut même pas faire la compensation pour vous parce que vous avez eu 2, c'est inférieur à 3. La condition pour que la note ou l'UE ou la note inférieure à 10 puisse subir une compensation, il faut que cette note-là soit supérieure à la note décidée par la commission pédagogique. Ok? Dans les tests, c'est dit que c'est inférieur ou égal à 5. Maintenant, toutes les UFR peuvent se réunir pour dire chez nous, comme tout est facile, nous on met ça à 5. Chez nous, comme les choses sont peut-être voilà, comme ça, à trop de formules, on va mettre ça à 2 pour permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier de la compensation. Donc pour réussir aussi en physique-chimie, il faut se fixer un but, il faut se fixer des objectifs. Parce que quand vous venez à l'université, quand vous arrivez, il faut fixer un but. Et puis, quel que soit ce qui se passe, puisque vous regardez ce but-là, vous allez mener les actions qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, il faut prendre une décision ferme en direction de ce que vous voulez. Donc, la décision doit être ferme. Le but peut être tout simplement, on commence l'année et puis je dis, moi, cette année qu'on a commencé, il faut que je valide mon année en première session. Donc, votre but est fixé. Maintenant, quels sont les objectifs que vous assignez? Vous allez définir vos objectifs pour pouvoir atteindre ce but. Voilà. C'est vrai que le but de chaque étudiant, c'est de devenir quelqu'un d'humain. Mais avant même d'arriver là, il faut fixer des buts intermédiaires, des objectifs intermédiaires pour pouvoir atteindre cela. Voilà. Donc, si un étudiant ne sait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire vous arrivez à l'UFR et puis vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est comme un bateau qui est perdu au milieu de l'océan. Donc, les vagues vont faire bouger le bateau, et puis ensuite, le bateau va échouer quelque part. Ce n'est pas là-bas où vous vouliez partir. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Mais si vous avez un objectif, même dans la vie, même c'est comme ça,
Il faut se fixer un objectif et puis il faut garder le cap sur l'objectif. Et quand je garde le cap sur l'objectif, tout ce qui arrive, ce sont des situations que je vais essayer de prendre avec un peu de recul pour voir comment je peux surmonter ces situations-là, qu'on appelle généralement des défis, comment je vais les surmonter pour pouvoir atteindre ce que j'ai fixé. Donc il faut toujours avoir un point, un target, c'est-à-dire un but quelque part. Il faut faire attention aux rumeurs. Quand on veut réussir en physique-chimie, il faut faire attention aux rumeurs. Quand on est en première année, quand on a fini le bac, on arrive ici, on cause avec les anciens. Donc vous entendrez dire souvent, la physique-chimie est une filière très difficile. Vous avez déjà entendu parler de ça? On vous a déjà dit ça? Qui est en première année ici? Qui vient d'arriver? Ah, ils ne sont pas là? Ok. Est-ce qu'on vous a dit ça déjà? Voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit ce sont des rumeurs. On avance difficilement en physique-chimie. On vous dit ça. Voilà. Et puis on dit quoi? Petit caillou. Vous voyez, on utilise des termes compliqués comme ça, petit caillou. Mais, voilà, prison civile, voilà, même ils ont tout ça. Prison civile, tout ça pour vous décourager. Alors, quand on dit quelqu'un en prison, voilà, vous voyez, c'est pas prison civile, c'est liberté civile. Donc, il ne faut pas se laisser distraire par ces genres de rumeurs. Il ne faut même pas se laisser distraire. Quelqu'un dit ça, vous riez. Même pour prendre le bus le matin pour venir ici, c'est comment? Vous vous levez le matin, vous voulez venir, même pour venir ce matin ici, là. Certains sont allés prendre le bus, mais quand ils sont arrivés, c'était comment? Il y avait du monde, donc il fallait lutter. Mais si vous voulez venir ici, sans qu'il y ait du monde là-bas, vous faites quoi? Vous faites quoi? Il faut se lever. Donc, voyons, mettons en place une stratégie pour arriver ici sans être... Alors que si vous vous levez à une certaine heure, vous allez trouver que le bus est plein et donc par conséquent c'est difficile. Mais si vous mettez en place un certain nombre de stratégies, vous allez voir que ce qui paraissait difficile devient très simple. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que les choses sont simples, n'est-ce pas? Voilà. Donc ces rumeurs créent des blocages psychologiques. Quand quelqu'un vous a dit déjà c'est difficile, dans votre tête c'est difficile. Donc quand vous allez vous êtes là-bas, quand vous voyez une formule, mais on m'a déjà dit c'est difficile. Donc ça je ne suis pas surpris. On m'a déjà dit ça. Je n'ai même pas commencé quand on m'a dit, et je viens, je vois Schrödinger. Je vois Schrödinger, formule est comme ça. On met le chapeau dessus, sur l'opérateur. Non, c'est que je suis foutu. Parce qu'on vous a déjà préparé psychologiquement en vous disant c'est dur, donc vous acceptez la situation. Je vous dis que ce sont des rumeurs et qu'il ne faut pas croire à ces rumeurs-là. Ok? Donc ces rumeurs-là peuvent vous démotiver. Donc ces rumeurs peuvent vous démotiver. Vous voyez? Le professeur Ouattara, il a fait l'université Félix Houphouët-Boigny. Toute sa formation, c'est à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc vous voyez, voilà. Et les conditions étaient encore plus difficiles quand nous on faisait. Maintenant, il n'y a pas de grève. C'est en 92 que je suis arrivé à l'université en première année. Les années étaient bizarres. Vous venez, vous ne savez même pas si vous avez fait examen ou pas, parce que c'était des grèves à tout moment. Mais là, la situation est stable. C'est vrai que les conditions matérielles sont difficiles, mais au moins il y a une forme de stabilité. On peut venir au cours. Oh, ce n'était pas pareil. Donc dans ces conditions qui étaient difficiles, le professeur Ouattara, quand il était étudiant, il avait des stratégies. Parce que dans tous les cas, il s'est toujours dit, voici, il a fixé le cap. Et le cap que je me suis fixé quand j'étais là, puisque j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse. J'ai eu la chance de pouvoir être en cité. J'ai déjà l'admission et puis j'ai mis les autres éléments à côté. Il faudrait que je conserve tout ça. Donc la meilleure façon de conserver, c'est de valider en quelle session? Première session. Et si je veux valider en première session, je fais quoi? Pendant que les autres jouent, je suis assis. Parce que j'aurai le temps de jouer. Donc c'est un choix. Si je veux jouer et étudier, ça ne marche pas.
Mais si je décide de travailler d'abord et puis jouer après, et que je suis rigoureux par rapport à ce que j'ai décidé moi-même, alors j'ai réussi. C'est pourquoi je dis, j'ai commencé en 92, je suis professeur titulaire. Si vous regardez le parcours, vous allez voir que c'est un parcours rapide. Voilà. Vous allez le voir, mais tout ça, c'est le travail. Il faut travailler, je ne dors pas. Même hier, je n'ai pas dormi jusqu'à ce matin. Voilà. Si vous regardez les yeux, vous allez sentir que je n'ai pas dormi. Voilà. Ok, donc pour dire tout simplement que ces rumeurs-là, ce ne sont pas des rumeurs fondées. Là, tout dépend de l'étudiant. Chaque étudiant possède en lui des dispositions qui lui permettent de s'adapter à toute situation, à tout changement. Donc quand vous arrivez ici, vous avez en vous des prédispositions. La situation qui va se présenter à vous, vous allez mener des actions, vous allez réfléchir et puis trouver des voies et moyens pour pouvoir surmonter la situation qui se présente. Donc si vous mettez dans votre esprit que la situation qui se présente est un défi à relever, ce n'est plus un problème. C'est pourquoi moi, dans mon dictionnaire, aujourd'hui, je l'ai prononcé. Généralement, je ne prononce pas ce mot-là, problème. Ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Dans mon dictionnaire, il n'y a que des défis à relever. Tout simplement. La solution à de telles remarques, c'est de ne pas y prêter attention et de travailler. Il ne faut pas y prêter attention. Celui même qui est en train de vous dire, est-ce que vous savez dans quelles conditions la situation s'est présentée et comment il a réagi? Peut-être qu'il s'est laissé faire. Et donc il a trouvé la chose difficile. Mais si quelqu'un d'autre était venu vous dire, peut-être celui même qui a réussi va vous dire, mais ici là les choses sont simples. Donc c'est pourquoi ce sont des rumeurs qu'il ne faut pas considérer et il faut garder le cap ou fixer votre objectif. Je suis venu à l'université, c'est pourquoi. J'ai choisi physique chimie là, c'est pourquoi. Qu'est-ce que je veux devenir? Si c'est par là que je dois passer, mais je mets les moyens à ma disposition. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles je suis, j'essaie de réfléchir pour trouver une façon d'avancer. Donc si on veut réussir en physique-chimie, il faut être assidu. Il faut être assidu aux cours magistraux, aux séances de TD, aux séances de TP. L'assiduité. Au lycée, quand vous étiez au lycée, là-bas, il y avait un cahier de texte, un cahier de présence. Vous n'étiez pas nombreux, même si vous étiez nombreux, le professeur faisait l'effort de contrôler. Et puis, il y avait des interrogations à tout moment, donc on étudiait, il y avait des devoirs qui étaient rapprochés, qui étaient programmés déjà. Mais quand on arrive à l'université, c'est un autre monde. Ici, l'étudiant est comme libre. Et donc, il y a les cours magistraux qui vont se faire et il n'y a pas obligation d'être au cours magistral. Il n'y a pas obligation parce qu'en 2 heures de cours, pour 2 heures de cours, le professeur n'a pas le temps de contrôler la présence des 400 étudiants qui sont là. Vous voyez, vous êtes peut-être 400 ou 500 dans l'amphi. Le professeur, il a 2 heures à faire. Il n'a pas le temps de faire l'appel des 400 qui sont là avant de commencer son cours. Le temps de finir de faire l'appel est 2 heures. Les 2 heures sont passées. Donc en amphi, il n'y a pas de contrôle. Justement, c'est ce qui fait dire que ce n'est pas obligatoire. Sinon, en réalité, s'il y avait possibilité, c'était une petite salle, ça allait devenir obligatoire. Voilà. Mais comme c'est 400 et qu'on ne peut pas compter, on dit que les cours magistraux, voilà, c'est pas obligatoire. Mais quand on dit c'est pas obligatoire, c'est parce qu'on ne peut pas compter. Mais quand j'ai fixé le cap et que je dis, il faut que je réussisse, il faut que je valide tout en première session et que j'ai fixé le cap, il y a des dispositions que moi je prends. Les TD, donc il faut être présent au TD, là c'est obligatoire. Même on vous dit, quand vous faites les TD, si vous faites des absences, 2 ou 3 absences non justifiées, vous ne faites pas l'examen. C'est vrai que ce n'est pas appliqué dans la réalité, mais dans les documents, c'est ce qui est écrit. Parce que les TD sont obligatoires. Quelqu'un qui veut réussir, il doit absolument être au TD. Il doit être présent au TD. On va revenir là-dessus. En physique, chimie, comme on parle de physique, chimie, c'est vrai que ce que je dis là, c'est valable pour tout étudiant qui arrive à l'université. Mais de façon spécifique, quand nous arrivons dans les sciences dures comme pour nous, il y a des travaux pratiques parce que notre formation est expérimentale. Donc il y a des travaux pratiques. Donc là aussi, c'est obligatoire. Il faut être présent aux séances de travaux pratiques. C'est obligatoire.
Donc, chaque étudiant, donc si vous voulez réussir, comme je l'ai dit, vous fixez le cap, vous avez votre but à atteindre et vous créez les conditions. Donc, si vous voulez vraiment réussir en physique-chimie, c'est de rendre obligatoire votre présence à tous ces cours. Là même on dit que ce n'est pas obligatoire, vous rendez ça obligatoire, donc assiduité. Puisque c'est obligatoire, ça veut dire que je serai présent. Donc je serai assidu. Ok? Donc si vous voulez réussir en physique-chimie, il faut être organisé, il faut faire un planning. C'est tout ça. Il faut faire une planification de ce que vous faites. C'est ce que je faisais moi, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, quand je viens prendre l'emploi du temps de l'année ou bien de la période programmée, je prends une feuille et je trace des tableaux du lundi à dimanche. Vous voyez que je ne dis pas samedi, je dis du lundi jusqu'à dimanche. Parce que c'est mon choix. Je dis là, je ne joue pas, après je vais jouer. Vous voyez, j'ai déjà fait mon choix. Je place toutes les CM, les TD, les TP programmés par l'administration. Je mets tout ça dans mon tableau. Quand j'ai fini de mettre tout ça, je constate qu'il y a des créneaux, des espaces qui sont là, qui ne sont pas utilisés par l'administration. Là, ça devient moi, mes espaces. Et donc, remplir les espaces, lire des cours, par des cours et exercices pour vos révisions. Donc, ça dit ces espaces-là. Au lieu d'aller causer avec quelqu'un pour parler de football, vous avez mis un cours et puis là, vous êtes en train d'étudier. Mais il faut tenir compte de quelques moments de pause. C'est vrai qu'on dit d'étudier, mais s'il n'y a pas de pause, on devient autre chose après. Il ne faut pas aussi multiplier les pauses. Et plus on multiplie, on commence à être... voilà. Et puis, quand on a soi-même décidé, puisque ce n'est pas quelqu'un qui vous impose ça, c'est vous qui décidez. Et quand vous avez décidé de faire ça et que vous avez écrit vous-même ça dans un calendrier, ben, il faut être rigoureux. Et la rigueur, vous-même vous suivez votre calendrier. Quand vous n'avez pas suivi, vous remettez en cause. Et vous trouvez des solutions à cela pour que ce soit rattrapé. Parce qu'on ne vous a pas imposé, c'est vous, vous avez fixé un cap et vous êtes donné une façon de pouvoir atteindre ce que vous avez fixé. Donc si nous revenons au cours magistral, parce qu'on veut réussir, on va voir qu'il n'y a pas un certain ordre, parce que c'est des conseils. Voilà. Donc, si on revient au cours magistral, on a dit que la présence n'était pas obligatoire. Mais quand le professeur fait le cours, vous voyez que quand je fais le cours, ceux qui ont suivi mes cours, il y a certaines choses que je donne pendant que je fais le cours, mais ces choses-là ne sont pas précisées dans le document que vous avez. Mais celui qui ne vient pas au cours, comment il va faire pour savoir ce que je viens de dire ce jour-là? Quelquefois, il y a des étudiants qui reprennent, qui sont peut-être en dérogation. Ils ont, soit ils redoublent, ou bien ils sont en dérogation, et puis c'est la thermo, ils doivent reprendre. Je prends l'exemple de thermo, parce que c'est ce que je fais, mais qui n'est pas réellement ma spécialité, on l'a dit tout à l'heure. Mais le monsieur, comme il a fait thermo l'année passée, ça n'a pas marché, et qu'il reprend thermo, lui il se dit, je ne viens plus au TD, et au cours magistral, n'est-ce pas? J'ai déjà le cours. Ça aussi, c'est une erreur. Vous voulez réussir, c'est parce qu'il y a eu des lacunes que vous n'avez pas validées. Venez assister au cours. Vous venez assister au cours. Parce que cette année-là, ce que le professeur va dire, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit l'année dernière, en termes d'exemple. Ce qui est écrit là, il va dire la même chose. Mais ce qu'il n'a pas écrit là, ce n'est pas évident qu'il répète ce qu'il a dit l'année dernière. Cette année, il va dire autre chose. Et généralement, ce qu'on dit là, quand on donne les examens, c'est ça même qui sort. Pour vérifier si les étudiants viennent véritablement au cours. Vous savez, quand on fait un sujet, il y a des objectifs. En tout cas, quand le professeur Ouattara fait un sujet, il fait par objectif. Il veut vérifier certaines choses. Est-ce que les étudiants viennent au délai? Est-ce que les étudiants viennent au cours? Même quand ils viennent, est-ce qu'ils arrivent eux-mêmes à traiter les exercices avant de venir? Voici plusieurs questions qui se posent et puis
il choisit un élément et puis par rapport à ça, il fait le sujet pour contrôler. C'est un contrôle de connaissance. Toutes les informations données par le professeur au cours ne sont pas forcément précisées dans les polycopiés. S'il y en a, ce n'est pas toujours qu'il y a des polycopiés. Mais s'il y en a, tout ce qu'il va dire, ce n'est pas forcément précisé dedans. Donc si vous êtes présent au cours, c'est une première façon d'apprendre le cours. Même le professeur Ouattara, il est étudiant. Actuellement, je suis en train de faire un master. Je suis à la phase de rédaction. J'ai tout validé en première session. Voilà. Vous voyez, je dis, je fixe toujours des objectifs. Comme je n'ai pas le temps, je prends le temps d'étudier une seule fois. Vous voyez, c'est ça, c'est une question d'objectif. Le professeur Ouattara n'a jamais fait de deuxième session quand il a fait l'université. Jamais. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est possible. Vous voyez, c'est possible parce que vous voyez, nous sommes dans le système d'unité. Nous sommes dans le système de LMD. Je suis allé faire à la chaire UNESCO pour faire une formation. J'ai tout validé aussi en première session. Je suis en train de rédiger mon master pour pouvoir soutenir soit à la fin de ce mois ou peut-être en août. Comme ça, vous voyez, nous sommes étudiants. Hein? Voilà, nous sommes des condisciples. Ok. Donc, pour dire qu'on se fixe des objectifs, même quand on est chargé, le professeur Ouattara est hyper chargé, mais il arrive à aller au cours. Et là, je ne manquais aucun cours. C'est-à-dire, les cours se faisaient de 18h30 à 20h30. Je faisais cours avec vous. Mais quand je finissais, je partais au cours. Des fois, je suis en séminaire. Dès que je finis, je viens au cours. Parce que la présence au cours, déjà, c'est la première phase de révision du cours. Parce que tout ce qu'on dit là, vous emmagasinez. Donc, quand vous allez prendre le cours, c'est beaucoup plus simple. Mais quand je n'ai pas suivi et que je prends un document, je découvre. Et ce n'est pas évident que je puisse maîtriser ce cours-là automatiquement. Donc il faut être présent au cours. Même si on dit que ce n'est pas obligatoire, il faut s'arranger pour être présent au cours. Et comme moi j'ai compris ça, quelle que soit la fatigue, quel que soit ce que je viens de faire, je me dépêche et je vais suivre le cours. Et donc tout ce qu'ils vont dire, j'emmagasine et quand je prends le document, je fais mes fiches. Donc il faut faire des fiches. Ça c'est laissé à l'appréciation de chacun. Mais le professeur Ouattara lui fait ses fiches. Les fiches permettent de réviser très rapidement le document, puisque vous mettez des mots-clés qui vous permettent rapidement, quand vous voyez le mot-clé, de savoir qu'est-ce qui a été dit. Il faut réviser les cours aussi. Chaque fois que vous avez cours, vous voyez, j'ai fait cours hier, et le même cours là, ça continue aujourd'hui. Je n'ai pas lu et puis je viens, mais je ne peux pas comprendre ce qui va se passer. Mais chaque fois que j'ai cours, je révise. Même si je n'ai pas eu le temps de véritablement étudier ce cours, mais je lis ce cours avant de venir, de sorte que ce que le professeur va dire là, je puisse quand même comprendre. Mais si je n'ai pas lu, tout ce qu'il va dire là, ça devient nouveau. Et quand c'est nouveau, surtout que nous sommes en physique-chimie, quand c'est nouveau, après ça devient, ça va créer les conditions. Mais là, vous êtes en train de créer les conditions pour rendre ça comment? Or, j'ai dit, quand le bus est plein à 8 heures, je prends des dispositions pour arriver, pour prendre le bus sans difficulté, n'est-ce pas? Or là, vous n'avez pas révisé, vous êtes venu. Mais quand vous n'avez pas révisé, vous venez, vous-même vous êtes en train de prendre le bus qui est bourré. N'est-ce pas? Mais il faut, en tout cas, quand vous avez décidé, vous avez fixé le cap, il faut prendre des dispositions pour que les choses deviennent très simples. Donc, faire des fiches ou souligner les mots-clés. Ceux qui ne peuvent pas faire des fiches peuvent prendre leur fascicule, ils ont de fluor. Ils peuvent souligner les mots-clés de sorte que quand ils révisent, arriver là, ils puissent véritablement s'apaisantir là-dessus, voilà, pour avancer. Et puis, comme nous sommes en physique-chimie, il y a certains qui étudient, ils prennent le cours et puis ça vont se coucher et puis ils lisent. Ceux-là, quand ils font ça, là, à la fin, quand ils prennent un exercice, ils veulent traiter, ils ne savent même pas. On a toujours le stylo, on a toujours une feuille, et quand on étudie en physique-chimie, on écrit. Celui qui étudie en physique-chimie et puis n'écrit pas, là, il y a des gens qui ont des prédispositions. Le professeur Ouattara, il écrit. Voilà, il écrit. Voilà. Et en écrivant, là, ça, je grave ça. Ok?
Donc, les travaux dirigés. Donc, c'est, vous voyez, au niveau du cours magistral, le professeur, il vient faire une conférence. Hein. Il vient, il parle. C'est parce que, bon, on est gentil, même que le fond dicte. Sinon, il vient, il cause avec vous. Vous avez le document, il vous explique. Et puis, il est parti. Mais là où on va comprendre le cours, c'est au niveau, c'est lorsqu'on fait les travaux dirigés. Là, vous êtes en petit groupe. C'est fait sciemment, on fait un petit groupe pour que les étudiants puissent poser des questions. Et donc, l'étudiant devra poser des questions pour accroître sa compréhension du cours. N'ayez pas peur de poser des questions aux enseignants. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui vont vous intimider. Mais son rôle, c'est de répondre aux questions. Son rôle, c'est ça. Mais il ne faut pas poser des questions si vous venez essayer le professeur. Il y a des gens comme ça. Ils viennent et disent, bon, professeur, je vais voir s'il est fort. Mais si votre objectif est ça, c'est que vous êtes loin de votre cap. Vous avez dévié. Vous devrez poser des questions parce que la compréhension doit vous aider à atteindre ce que vous avez fixé. Le professeur est déjà salarié, il est fonctionnaire. Il a trouvé ce que vous avez dit, il n'a pas trouvé, ils vont le payer. Donc, vous là, ce n'est pas ça, vous devrez aller vérifier. Vous partez tout simplement pour poser une question, pour comprendre. Mais pas pour voir s'il est fort. Il a déjà son doctorat, donc il est fort. C'est pas pour ça que vous êtes là. C'est justement, c'est seulement aller poser des questions pour pouvoir réussir vous-même. Vous pouvez poser une question à un professeur, il n'a pas pensé à ça. Il peut vous dire, je vous donne la réponse demain, parce que lui aussi, il n'est pas une Bible, il n'est pas un ordinateur pour qu'automatiquement il comprenne tout. Il saura comment trouver et puis venir vous donner satisfaction pour que vous puissiez atteindre. Voilà. Donc c'est ça, l'étudiant doit être dans certaines prédispositions. Si vous ne posez pas de questions, ben, personne ne fera ça pour vous. Vous êtes dans la classe, vous ne comprenez pas et puis vous êtes assis là. On fait le TD, le professeur explique. Et souvent même, un étudiant, par exemple, le professeur Ouattara, lui, il a une stratégie pour désigner les gens. Vous savez ça, non? Voilà, il a une stratégie. Et sa stratégie tombe sur des gens qui ne voulaient pas aller au tableau, qui n'ont pas préparé. Voilà, et ça tombe toujours sur ces personnes. Et quand ils vont, c'est eux que moi je veux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils vont aller au tableau, ça donne la possibilité aux autres de comprendre les travaux dirigés. Mais il y a des étudiants qui vont dans d'autres groupes. Ils font les TD, ils apprennent par cœur, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils apprennent par cœur et puis ils viennent quand on dit quelqu'un au tableau, il est le premier à lever quand le désigne, il récite. Mais si on change quelque chose dedans, il est perdu. Ne vous laissez pas aussi distraire par ces situations. Ce n'est pas parce que quelqu'un est passé au tableau qu'il a bien fait que vous ne valez rien. Mettez-vous à travailler et puis vous allez voir que vous allez comprendre et puis avancer. Il faut préparer les TD avant de venir. Ne pas se constituer en un copieur de solutions. Parce qu'il y a des gens qui viennent, c'est pour copier, ils sont là, ils copient seulement. Mais quand on fait ça là, c'est pas pour valider, c'est pas pour réussir. Parce que vous ne comprenez pas, vous copiez. Vous ne posez aucune question. Vous n'avez pas cherché. Donc, comme vous n'avez pas cherché, ce qu'on est en train de faire là, vous ne pouvez pas comprendre. Mettez-vous à travailler et puis vous allez voir que vous allez comprendre et puis avancer.